Et c'est dans la loi. Donc c'est sans même attendre de la qualité des élus qui vont occuper ces débats, dans la loi, le gène déjà qui fait que vous n'êtes plus sur un pied d'égalité dans l'intercommunalité est déjà intégré. Très courtement, des erreurs récentes, il n'y a pas que la loi NOTRe, la fusion des régions. Nous avions là des régions qui étaient marketées. C'était un vrai plateau de fromage, quoi. Hein, vous connaissez la France des fromages. Voilà. Et donc, voilà, l'Auvergne, etc. On connaissait bien nos régions, et pire que ça, c'est-à-dire qu'elles ont été évidemment fusionnées avec un petit tripatouillage politique, comme d'habitude, pour essayer de gagner les élections derrière, ce qui n'a pas été forcément très réussi d'ailleurs. Et maintenant, que faisons-nous des départements? Parce qu'on se posait la question du millefeuille administratif, qui a l'air d'animer beaucoup de gens. Souvent aussi, c'est un terme qui, comme gouvernance, je suis d'accord avec ce que disait Cécile tout à l'heure, est un mot qui est utilisé pour supprimer de la démocratie derrière. Et bien, en termes de millefeuille administratif, si on se pose maintenant la question de supprimer par endroit les départements, ben on ne peut plus le faire. Parce que les régions sont tellement loin que ça n'est pas évident dans l'organisation administrative. Si on avait conservé les régions, peut-être que ça serait plus simple. Entre nous soit dit au passage, la Cour des comptes n'a pas encore dit que cette transformation des régions était intéressante sur le plan financier. Vous avez des sièges qui ont été conservés dans la plupart des anciennes régions et des collaborateurs, ce qui est tout à fait nouveau, qui font l'aller-retour tous les jours, entre plusieurs sièges. Voilà. Pas mal au niveau du bilan carbone, je ne pense pas que ce soit en électrique vu la distance. Donc voilà. Et en Ile-de-France, on peut encore en rajouter une petite louche. Les grands élus qui aiment, eux, par contre, se partager les territoires et dire, voilà, moi j'ai 70 000 habitants. Ah non, bah, moi j'en ai 450 000. Ah oui, ben, super. Eh bien, ils créent le Grand Paris. Voilà. Et là, maintenant, la question qui est posée au gouvernement et notamment au président de la République, c'est de dire, est-ce que le Grand Paris, ça devrait être les frontières de la région Île-de-France, ou est-ce que le Grand Paris devrait rester à peu près aux frontières où il est aujourd'hui? Donc vous voyez bien que, alors que cette technocratie au pouvoir depuis des années nous explique qu'il faut faire attention aux millefeuilles administratifs, qu'il faut faire des réductions en termes de moyens pour les politiques publiques, il nous rajoute une couche là où on n'en avait pas besoin. C'est-à-dire que finalement, le Grand Paris et la région, ben, ça devrait faire qu'un. C'est d'une logique que ici, tout le monde comprend, mais apparemment ailleurs, ce n'est pas le cas. Pour des raisons peut-être qui, effectivement, nous échappent, en tout cas ne sont pas concrètes. Voilà, donc ces erreurs, elles sont l'expression, pour moi, d'un monde ancien, alors que justement, alors je vais être un peu plus positif, on voit naître localement, et singulièrement en France, des initiatives citoyennes à l'échelle de communes ou de petites communautés. Comme ça, dans le sud de la France, on a pu voir un groupement coopératif de citoyens qui a financé, mis en œuvre plusieurs éoliennes sur leur territoire. On voit fleurir des recycleries, des ressourceries, des projets partagés qui peuvent être co-construits à l'échelle de quartiers dans les villes, à l'échelle de villages, lorsqu'il s'agit de villages. Et les collectivités locales sont parfois à l'initiative. Si elles ne le sont pas, quand elles voient ça, souvent elles s'y associent, et si ce n'est pas le cas, j'espère que ça le sera. Et donc du coup, aujourd'hui, on fait un gros travail de réseau, en tout cas, pour se dire qu'en 2020, il y a probablement peut-être un moment, peut-être aussi, et il n'y a pas que l'élection présidentielle pour ça, qui peut participer à changer notre pays et ses habitudes et sa méthode. Voilà. La mondialisation, André Bellon en parlait dans son propos liminaire, c'est vrai que parmi ses vices et ses turpitudes, elle a quand même justement favorisé l'émergence de cette conscience citoyenne à l'échelle mondiale. Alors, elle n'est pas partagée par tous, mais il y a une vraie émergence, et ces milliers d'initiatives à l'échelle mondiale, elles créent des activités utiles, mais elles ont en commun de rassembler les citoyens d'un territoire dans une dynamique positive, donc qui révèle effectivement un élan démocratique nouveau. Je veux dire par là que si on veut exercer une démocratie, à un moment donné, et c'est toute la question de la mutualisation et notamment des compétences dont je vous parlais
au niveau des intercommunalités, il faut être capable d'avoir un projet ensemble. Vous avez bien compris, et vous l'avez vu dans quelles que soient vos activités bénévoles ou professionnelles, qu'il y a une surface sur laquelle, à un moment donné, on ne peut plus travailler ensemble. Il y a des espaces où on ne peut plus travailler ensemble parce qu'on est trop nombreux, ce qui n'empêche pas de coopérer et d'être effectivement tous des parties des petits écosystèmes qui forment un écosystème national, européen et international. Donc on est à la croisée des chemins. La fin d'un monde qui a tout sacrifié au progrès jusqu'à sa propre nature, le début d'un autre qui s'intéresse à l'impact de ses activités et au périmètre humain et démocratique de sa méthode. Voilà, les élus municipaux et les maires dont je fais partie sont de plus en plus nombreux, donc c'est un propos, je l'espère, rassurant pour vous, à réagir donc aux réformes territoriales dont je vous ai parlé, donc moins par conservatisme ou réaction que parce qu'ils sont les premiers, pour certains, à voir apparaître ce monde nouveau en proximité, puisqu'ils le vivent dans leur village autour d'activités. Je ne vais pas étaler tout ce qui se passe au Molière, c'est pas le but, vu que je suis déjà long et en plus le dernier, ce qui n'est pas forcément très simple. Mais il est clair que dans notre village, si on n'avait pas ouvert les portes et les fenêtres, si on n'avait pas travaillé cette participation qui est épuisante, je vous le dis parce que le nombre de réunions est infernal, mais on est très très loin, effectivement, et on a dépassé le minimum légal. Je vous rappelle que le minimum légal pour un conseil municipal est de vous informer de son ordre du jour, de vous donner le compte-rendu de ce qu'il a décidé et de vous revoir 6 ans plus tard. Éventuellement, si vous voulez concerter de temps en temps, il peut y avoir une enquête publique dans le cadre, par exemple, d'une modification d'urbanisme. Celle-ci, là, dans ce cas-là, vous ne rencontrez pas vos conseils municipaux. Vous rencontrez un bénévole qui vient de très loin, qui a un petit peu de temps à passer sur ce genre de choses, et puis vous lui racontez ce que vous voulez, et après, on ne tient absolument pas compte, ou on tient compte, ce qui est rare, effectivement, d'en tenir compte. Voilà la concertation au niveau d'une municipalité dans la loi. Donc on a vraiment des marges de manœuvre de faire d'autres choses. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que j'ai pu, au bout de 3 ans de mandat, constater, c'est que probablement la moitié des initiatives qui ont lieu dans notre village, si on n'avait pas eu cette méthode-là, elle n'aurait jamais existé. Donc il y a des gens qui se sont révélés. Il y a des thématiques quand elles sont sorties, comme par exemple effectivement la transition énergétique, l'alimentation. Il y a des thématiques qui ont révélé des gens qui sont venus s'inscrire dans ces groupes de travail. Ils se sont inscrits alors qu'on ne les avait jamais vus participer à la vie du village. Et donc aujourd'hui, on est sur 2000 habitants, on doit avoir à peu près 200 personnes qui sont actives dans différents comités et qui participent en fait de l'élaboration d'un projet local. Je vais conclure avec... oui. Voilà, je vous rassure. J'y suis. Mais c'était important qu'on ait un petit peu ce décrochage local parce qu'il est essentiel. Si effectivement on le met de côté, c'est tout le reste, quelque part, qui s'écroule. Donc la renaissance de cet intérêt général à l'échelle des territoires, en proximité, doit absolument rencontrer autre chose en face. C'est-à-dire qu'il y a un rendez-vous qui doit avoir lieu entre ces initiatives locales, ce bouillonnement, ce qui renaît au niveau de nos communes. Cela doit rencontrer en face une volonté de l'État de décentraliser, mais au-delà de ça, de vouloir justement valoriser, aider les territoires et aider les projets des citoyens dans ces territoires. Si on fait ça, voilà, cette rencontre, elle doit avoir lieu. Et c'est ça qui est très très compliqué. C'est la rencontre entre un ancien monde et un vieux monde. Je voulais juste citer Gramsci. Ah oui, parce qu'il y en a qui aiment. Il vous sera beaucoup pardonné. Voilà. Parce que, évidemment, dans la rencontre dans la fin de ce monde et ce nouveau monde, c'est là que dit Gramsci, que les monstres peuvent renaître. Pourquoi? Parce que si cette rencontre n'a pas lieu, les citoyens qui n'ont pas d'issue, ils vont aller la chercher où?
C'est quoi la Catalogne? C'est-à-dire que... Attention, ne nous lançons pas sur la Catalogne. Ce n'est pas une proposition avec Natacha. Ça n'est pas une proposition de débat. Simplement de dire qu'il y a un moment donné, si c'est pas dans l'État que l'on trouve notre souveraineté, si ça n'est pas dans l'État qu'on trouve notre souveraineté, on va lui demander de le quitter l'État. On va l'affronter l'État. Je vous remercie.